Les 5 lois de la richesse. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui est une des fondations du monde de la finance personnelle, un des livres les plus vendus au monde dans le secteur, un livre qui est également maintenant dans le domaine public, donc que vous pouvez le trouver probablement gratuitement sur Internet en PDF, et sinon qui coûte à peine quelques euros sur Amazon. Il s'agit d'un des meilleurs livres, je vous l'ai dit, sur la finance personnelle, et ce livre s'intitule « L'homme le plus riche de Babylone ». C'est un livre de George Clason. La version que j'ai, c'est une version anglaise, donc quand je vais citer des passages, je vais vous les traduire à la volée, je ferai de mon mieux. Dans ce livre, l'auteur utilise une fable, c'est-à-dire une histoire avec un message, pour nous transmettre des clés pour mieux gérer notre argent et atteindre la liberté financière. L'histoire du livre se situe dans l'ancienne Babylone, dans l'Antiquité, qui était réputée pour être l'une des villes, sinon la ville la plus riche de l'histoire à son époque. Et l'auteur nous raconte l'histoire en fait d'un groupe d'amis, un travailleur qui fabrique des chariots, un musicien qui est sans le sou et qui se rendent compte qu'un de leurs amis est devenu l'homme le plus riche de Babylone. Et ils vont voir leur ancien ami, justement en utilisant cette chance qu'ils ont de connaître quelqu'un comme ça de leur passé, pour lui poser la question, comment as-tu fait pour devenir aussi riche? Et en fait, ce que raconte l'histoire, c'est nous permettre de comprendre l'histoire de cet homme qui est devenu le plus riche et en tirer les principes qui aident à devenir riche soi-même. C'est un des premiers livres que j'ai lu quand j'ai commencé à m'intéresser à la question de « Ok, c'est bien de gagner de l'argent, mais comment faire pour le garder et comment faire pour le faire fructifier ?» Et dans le livre, l'auteur nous partage notamment ce qu'il appelle The 5 Laws of Gold, ce serait mot à mot les 5 lois de l'or. J'ai choisi de traduire par les 5 lois de la richesse. Et j'aimerais les partager avec vous aujourd'hui parce que quand on est entrepreneur, c'est important de développer notre activité, d'avoir un marketing efficace, comme je partage souvent via mes vidéos avec des conseils pour vous aider à mieux vendre vos produits et services. Ensuite, c'est important que quand vous faites toutes ces ventes, vous ayez une marge positive parce que sinon, c'est dommage de doubler vos ventes si à chaque vente vous perdez de l'argent. Hein. Donc, que vous ayez une marge positive pour générer du bénéfice. Ensuite, avec ce bénéfice, pouvoir vous payer. Tout ça, c'est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est que petit à petit, vous puissiez atteindre la liberté financière grâce à ce que vous rapporte votre entreprise. Donc, loi numéro 1 de la richesse. La loi numéro 1 de la richesse, c'est la règle des 10%. Et l'auteur l'énonce de la façon suivante, il dit l'or, c'est-à-dire la richesse vient avec plaisir et en quantité toujours plus grande à tout homme qui garde au moins 10%, c'est-à-dire 1/10 de ce qu'il gagne pour se créer un patrimoine pour son futur et sa famille. Et j'appelle ça la règle des 10%. Elle est très simple, elle consiste à dire que parmi l'argent que vous recevez chaque mois ou chaque semaine, si vous êtes Canadien, que vous aimez vous payer hebdomadairement, parmi l'argent que vous recevez de la part de votre entreprise, eh bien, un pourcentage fixe devrait être automatiquement utilisé pour vous créer un patrimoine. Ça veut dire qu'on ne le met pas simplement dans un petit livret A ou un LDD en se disant « bon, ça sert à avoir un petit coussin financier qu'on va pouvoir utiliser si jamais la voiture tombe en panne ou on veut acheter une nouvelle télé ». Pas du tout. Il s'agit de se dire « cet argent-là, c'est spécifiquement pour ma liberté financière, ce n'est pas pour le dépenser plus tard ». Donc cette loi dit qu'il faut au moins mettre 10% de votre argent de côté. Et peut-être qu'aujourd'hui, si votre entreprise vous rapporte peu, vous permet à peine de vivre, vous vous dites mais 10% c'est peut-être énorme. Peut-être que si vous ne mettez pas aujourd'hui régulièrement de l'argent de côté, ça peut sembler difficile. Et pourtant, ce que j'ai constaté, parce que quand je démarrais mon activité, je démarrais de zéro, c'était en 2006-2007. Et ce que j'ai constaté, c'est que en prenant l'habitude de mettre de l'argent de côté dès le départ, eh bien, bizarrement, mon style de vie s'adaptait à la somme qui restait, c'est-à-dire aux 90% restants. Et progressivement, au fil du temps, j'ai fait récemment une évaluation de 2011, date où ma femme et moi avons commencé, on n'était même pas encore mariés, ma compagne et moi à l'époque avons commencé à mettre nos finances en commun. En 2011 à 2018, eh bien, notre style de vie, nos dépenses n'ont augmenté que de 13%, alors que mon revenu a été multiplié par 3. Ce qui fait que ce chiffre de 10% que je mettais de côté a augmenté considérablement. Et à l'heure où je fais cette vidéo, il est de l'ordre de 55%. Je compte l'année prochaine tenter de le faire passer à 75%, c'est-à-dire que je vis en dessous de mes moyens. Et cette règle numéro 1
qui fait que vous vivez en dessous de vos moyens, c'est ce qui vous permet de constituer un capital que vous allez pouvoir investir. Et cela constitue la règle numéro 2. La règle numéro 2, c'est faire travailler votre argent. L'auteur l'énonce de la façon suivante. L'argent travaille diligemment et avec plaisir pour le propriétaire sage qui lui cherche un emploi rentable, donc qui cherche à donner un emploi à son argent et il se multiplie ainsi comme les troupeaux dans les champs. Autrement dit, cette somme que vous avez mis de côté avec la première règle, cette règle des 10%, en prenant 10% de votre salaire ou 10% des dividendes que rapporte votre entreprise et en les mettant de côté, on ne se contente pas de les mettre de côté sur un compte bancaire et de laisser cet argent perdre de la valeur. Je rappelle que nous avons un système monétaire qui a de l'inflation et que l'inflation, ça vous coûte 1,3% en moyenne de votre argent tous les ans. Donc, si vous aviez 100 000 euros, l'année prochaine, ces 100 000 euros ont un pouvoir d'achat qui est réduit à 98,7 000 euros. Donc, comment est-ce qu'on fait pour éviter de se faire bouffer par l'inflation? Eh bien, on investit notre argent pour qu'il rapporte davantage que l'inflation et c'est hyper important que donc cet argent ne reste pas dans un livret A, un LDD ou même un PEL, mais que vous l'utilisiez pour qu'il vous rapporte. Et ça nous amène donc à la règle numéro 3. La règle numéro 3, c'est la règle du conseil sage. Ce que dit l'auteur, c'est que l'or... Alors, je vais essayer de traduire ce mot. Donc, c'est que l'or s'accroche à... Non, l'or aime être sous la protection d'un propriétaire prudent qui l'investit sous les conseils d'hommes qui sont sages dans la gestion de leur fortune. Autrement dit, si vous n'y connaissez rien en matière d'investissement, la plus grosse erreur que vous pourriez faire, c'est d'investir tout de suite. Ce que vous devriez faire au lieu de cela, c'est aller chercher cette information auprès de personnes qui sont sages en matière d'investissement. Autrement dit, auprès de personnes qui ont déjà atteint l'objectif financier que vous recherchez. Et quand je parle d'objectif financier, attention, je ne parle pas ici de générer du chiffre d'affaires, je ne parle pas ici non plus de gagner beaucoup, je parle carrément de liberté financière. Autrement dit, d'avoir suffisamment de capital pour avoir, avec les résultats de nos investissements, pouvoir vivre là-dessus. Autrement dit, vous ne devez pas chercher les conseils en matière d'investissement auprès de personnes qui gagnent beaucoup, mais auprès de personnes qui ont investi beaucoup avec des résultats. C'est très très différent. C'est la différence entre chercher quelqu'un qui a un robinet ouvert avec beaucoup d'argent qui coule via ce robinet ou chercher quelqu'un qui a déjà une piscine remplie. Et c'est pas du tout la même chose. Donc, très important, ma chaîne YouTube et mes conseils sont des conseils de marketing pour vous aider à développer votre entreprise et devenir un entrepreneur libre. C'est pour cela que je ne vous dirai pas que pour ce troisième point, je vous dirai qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube, beaucoup de livres, dont certains que j'ai chroniqués sur ma chaîne, qui sont très intéressants en termes d'investissement. Je recommande notamment celui-ci, L'homme le plus riche de Babylone. J'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, d'autres livres en matière d'investissement, comme le livre L'investisseur intelligent, qui est une des ressources utilisées par Warren Buffett lui-même, parce que c'est écrit par un de ses mentors. J'ai parlé aussi du livre d'Olivier Seban, Tout le monde mérite d'être riche. Oui, je crois que c'est ça le titre. Donc, voilà, je vous recommande plutôt d'aller voir ces auteurs qui sont spécialisés dans l'investissement pour aller chercher comment investir, si vous souhaitez investir en bourse, si vous souhaitez investir dans l'immobilier, si vous souhaitez investir dans des entreprises, des startups, devenir angel investor. Ce sont des sujets qu'il vaut mieux approfondir avec des experts qui sont spécialisés là-dedans. Ma chaîne n'est pas une chaîne spécialisée dans l'immobilier, n'est pas une chaîne spécialisée dans la bourse. Je vous pointe dans cette direction parce que c'est important que votre patrimoine soit un patrimoine investi. Mais pour moi, c'est important de savoir écouter les bonnes personnes par rapport à cette question. Ce qui m'amène du coup au point numéro 4. La règle numéro 4, eh bien, c'est encore une fois une règle de prudence, cette quatrième règle de la fortune. Cette règle de la fortune, donc c'est la règle de prudence, numéro 4. Voilà. L'auteur l'énonce de la façon suivante. L'or glisse des doigts des hommes qui les investissent dans des affaires, des entreprises avec lesquelles il n'est pas familier, qu'il ne connaît pas parfaitement.
et qui ne sont pas approuvés par les personnes expérimentées en la matière. Pour moi, c'est un des points que j'ai déjà abordé dans une de mes vidéos où je vous expliquais les 10 critères quand je lance un nouveau projet pour décider si ça vaut le coup de me lancer ou pas. Un de mes 10 critères, c'est est-ce que ce projet, est-ce que j'ai accès à quelqu'un qui a déjà exécuté un projet similaire et qui a réussi? Et si oui, est-ce que cette personne approuve sur une échelle, sur 9 ou 10 sur 10, approuve à fond que c'est une bonne idée pour moi de faire ça? Autrement dit, imaginons que j'ai un projet, là on parle d'investissement, donc imaginons que j'ai un projet d'investir en bourse, eh bien, est-ce que cette idée d'investir en bourse, je peux trouver une ressource de quelqu'un qui a lui-même déjà obtenu le résultat que je veux? D'accord, ok. Maintenant, une fois que j'ai trouvé cette personne, est-ce que cette personne approuve à 100% ou à 99% ou à 90% l'idée de ce projet? Parce que, premièrement, si je n'ai pas accès à une personne expérimentée, eh bien, dans ce cas-là, j'enfreins la règle numéro 3. C'est-à-dire, je suis en train d'inventer un truc sans savoir ce que je fais et l'argent va me glisser des doigts. Deuxièmement, si j'ai accès à une personne expérimentée et qu'elle me dit « Maintenant, Sébastien, ça serait complètement dingue de se lancer là-dedans », eh bien, je sais que c'est, encore une fois, une occasion pour l'argent de me glisser des doigts. Donc, cette règle de prudence est importante parce que c'est très facile d'être tenté quand on se lance, quand on commence à avoir les premières centaines, les premiers milliers, les premières dizaines de milliers, les premières centaines de milliers d'euros de disponibles grâce à votre entreprise. C'est très tentant de se lancer en se disant « Tiens, on va inventer quelque chose de nouveau parce qu'on est entrepreneur et qu'on est créatif, parce qu'on aime faire des choses nouvelles, parce qu'on trouve que c'est ennuyeux de faire des choses pépères. » C'est très tentant de se lancer dans des opportunités nouvelles qui n'ont pas fait leurs preuves, qui ont la désapprobation de ceux qui savent, en se disant « Tiens, je vais prouver, comme j'ai prouvé avec mon entreprise qu'on pouvait faire un truc nouveau et révolutionnaire, mais je vais prouver avec mon argent qu'on peut faire quelque chose de nouveau et de révolutionnaire. » Et oui, vous allez faire quelque chose de révolutionnaire qui est perdre tout votre argent. Et c'est pas très nouveau. Beaucoup de gens ont fait ça dans l'histoire de l'humanité avant vous et ça serait dommage de se perdre dans ce piège aussi. La cinquième règle de la fortune, c'est la règle de la cupidité. Alors, qu'est-ce que nous dit cette règle? Eh bien, l'auteur nous dit l'argent fuit l'homme qui essaye de le forcer à rapporter un retour sur investissement impossible ou qui suit les conseils des arnaqueurs et des petits malins qui joue de son inexpérience et de ses désirs romantiques en matière d'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, il y a une technique qui est, si vous vendez des produits ou services, je pense que j'ai déjà mentionné dans des vidéos précédentes, en parlant de comment faire pour que les gens aient confiance dans ce que vous proposez quand vous vendez un produit que vous savez que c'est un produit dont vous savez que c'est un produit de qualité. Et en fait, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de choses qui permettent de faire en sorte que les gens vous fassent confiance pour vendre vos produits. Le fait que vous puissiez montrer votre expertise en expliquant votre méthode, le fait que vous puissiez mettre en avant des clients qui ont utilisé votre produit ou service, le fait que votre produit ou service soit visé, recommandé, estampillé par une autorité qui est déjà crédible du point de vue de la personne. Tout ça, ce sont des mécanismes de crédibilité. Mais les arnaqueurs utilisent des techniques qui sont beaucoup plus simples que ça. En fait, si vous voulez faire en sorte que les gens vous croient, eh bien, vous n'êtes pas obligé d'être crédible. Vous pouvez vous contenter d'augmenter, augmenter la promesse jusqu'à faire jouer la cupidité des personnes. Et en fait, dans le monde de l'investissement financier, eh bien, on trouve énormément de cela. C'est pour ça que le spam, les spams d'arnaque du genre bonjour, je suis un prince du Nigeria suite à une guerre civile dans mon pays, j'essaie de m'enfuir avec 25 millions de dollars et je vous donnerai la moitié si vous m'aidez à sortir de cette histoire. Ce genre de mail d'arnaque qu'on reçoit, qui sont marqués spam en plus par notre outil de gestion d'email, eh bien, ils fonctionnent quand même dans une certaine mesure. Il y a un petit nombre de personnes qui se font avoir pour des arnaques qui sont mais grosses comme le nez au milieu de la figure. Pourquoi? Parce que leur cupidité a pris le pas sur le bon sens. Et quand on cherche à investir, à partir du moment où vous commencez à chercher un petit peu sur Internet, à tomber sur les sites d'investissement et que vous avez Google, Facebook et tous les autres sites de remarketing qui vous ont labellisé en disant « Tiens, la personne qui utilise cet ordinateur est intéressée par l'investissement financier, on devrait lui afficher des pubs à ce sujet », eh bien, vous allez trouver énormément de publicités qui
si on investit pendant quelques minutes à peine, on voit très bien qu'il n'y a aucune crédibilité dans les annonces qui sont faites, mais qui jouent sur la cupidité pour promettre des rendements de 30%, 40%, 50%, 100% sur votre capital et qui font que, surtout quand on est débutant et qu'on a un petit capital, eh bien on est souvent alléché par l'idée de faire des retours sur investissement explosifs parce qu'on se dit je suis entre guillemets handicapé avec mon petit capital de 1000 euros, donc il me faut vraiment un retour sur investissement de 10 000% si je veux un jour y arriver, et c'est comme ça qu'on perd toute sa mise. Donc il est très très important d'être attentif à ce point. Et comment est-ce qu'on fait pour être attentif à ce point? Eh bien, c'est premièrement en vous renseignant suffisamment, en lisant les livres, en vous donnant une bonne base en matière de finance, comprendre comment ça fonctionne. Deuxièmement, se concentrer sur la création d'actifs. Et qu'est-ce que c'est qu'un actif? Eh bien, un actif, c'est un bien tangible qui produit du retour sur investissement. Et il produit du retour sur investissement non pas parce que c'est de la spéculation, non pas parce qu'on trouvera quelqu'un de plus bête que nous pour nous le racheter plus tard, mais parce que ce bien, eh bien, nous paye au fur et à mesure. Un appartement que vous allez acheter pour le mettre en location, c'est un actif qui vous crée des loyers. Une action qui vous paye des dividendes, c'est un actif qui vous rapporte. Une part d'entreprise, cette entreprise vous paye, c'est un actif qui vous rapporte. Et donc, si vous apprenez au moins dans un de ces secteurs possibles à faire un investissement qui rapporte au fur et à mesure, eh bien là, vous savez que même si le retour sur investissement est un retour raisonnable, 4%, 5%, 8%, 10%. Quand on commence à aller au-dessus de 10%, il faut commencer à se méfier. Quand on commence à aller à 20%, il faut clairement se méfier. Mais plus le chiffre augmente, plus la crédibilité chute pour cet investissement. C'est là qu'il faut être très soupçonneux.